Un agent de l'immigration au visage durci par des années de service observe un jeune garçon de 8 ans. L'enfant tremble, non pas à cause du froid mordant des Alpes qui s'infiltre dans le bâtiment, mais d'une peur viscérale, agrippant une petite médaille de la Vierge miraculeuse. Pour l'agent Stéphane Dubois, ce n'est pas un symbole de foi, c'est un morceau de ferraille qui ralentit son travail. Avec un mépris qui glace le sang, il arrache la médaille du cou du garçon et la jette avec force dans une poubelle métallique. Le son résonne dans la salle stérile, un clang brutal et définitif. Le garçon ne pleure pas. Il le fixe simplement de ses yeux qui reflètent une terreur absolue. L'agent croit avoir gagné, avoir imposé son autorité, mais il vient de commettre une erreur qui déclenchera une conséquence inimaginable et effroyable. Le soir même, Stéphane Dubois rentre chez lui et appelle sa propre fille, Chloé, l'unique lumière de sa vie. Elle ne répond pas. Il la trouve dans sa chambre, le regardant fixement, la bouche ouverte, mais aucun son, pas même un murmure, n'en sort. Le silence qu'il a imposé avec cruauté à la frontière a maintenant envahi son foyer comme une peste. Les médecins ne peuvent l'expliquer. L'homme qui s'est moqué de la mère d'un enfant doit maintenant affronter le silence terrifiant de sa propre fille. Restez avec nous, car ce n'est pas seulement l'histoire d'un acte de colère, c'est l'histoire d'un miracle silencieux et d'une rédemption née dans le lieu le plus sombre. Avant de continuer cette histoire incroyable et de révéler le mystère derrière le silence de Chloé, nous voulons faire une pause. La foi n'a pas de frontières, et ses récits résonnent dans les cœurs du monde entier. Dites-nous dès maintenant dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous êtes connectés avec nous pour écouter ce témoignage. Votre commentaire nous aide à porter ces messages d'espoir à plus d'âmes qui en ont besoin. Le poste frontière de Saint-Martin-du-Var s'éveille avant le soleil. Ce n'est pas un réveil en douceur, mais le grincement aigu du métal contre le béton, le bourdonnement électrique des néons qui ne s'éteignent jamais, et le murmure croissant de milliers d'âmes attendant dans la file. C'est un lieu de suspension, un purgatoire d'acier et de verre où l'espoir et la peur marchent main dans la main. L'air sans les gaz d'échappement, le café rassis et l'anxiété palpable de ceux qui ont tout laissé derrière eux, ne s'accrochant qu'à la promesse d'un jour nouveau. Aux premières heures du matin, la lumière grise révèle les visages fatigués de la foule. Des mères berçant des bébés endormis, des hommes aux mains tannées par le travail, des enfants qui regardent avec des yeux trop grands le labyrinthe de barrières qui définira leur avenir. Au milieu de cette marée humaine, la foi est une encre visible. Elle pend à leur cou sous forme de croix de bois usées, elle dépasse de leurs poches en chapelets dont les perles ont été polies par des milliers de prières silencieuses. Et surtout, elle se révèle dans les petites images de la Vierge miraculeuse, la mère des croyants, gardée dans les portefeuilles comme le plus précieux des trésors. Pour eux, elle n'est pas seulement une image, elle est la preuve que le ciel regarde avec compassion les démunis. C'est la promesse murmurée que peu importe la stérilité du lieu ou la dureté de la loi, ils ne sont pas seuls. Leurs prières sont un tissu invisible qui relie ce froid bâtiment gouvernemental à quelque chose de bien plus ancien et miséricordieux. Derrière la vitre blindée, dans la guérite numéro 12, est assis l'agent Stéphane Dubois. Il est l'antithèse de tout ce que la foule représente. À 45 ans, Stéphane est devenu une extension de l'architecture qui l'entoure, fonctionnelle, dure, impénétrable. Son uniforme est impeccable. Son insigne brille sous la lumière artificielle et son visage montre rarement autre chose qu'une efficacité impatiente. Il ne voit pas des âmes, il voit des documents. Il n'écoute pas des histoires, il traite des cas. Chaque personne qui passe devant lui est un ensemble de données à vérifier, un risque potentiel à neutraliser. Ses collègues le respectent pour sa précision mais l'évitent pour sa froideur. Un cynisme qui s'est creusé au cours des 2 dernières années, transformant sa douleur personnelle en un bouclier d'autorité. Stéphane observe la famille suivante s'approcher. Une jeune mère, les yeux gonflés de fatigue, et 2 jeunes enfants. La mère lui tend ses papiers avec des mains tremblantes. Pendant qu'il les examine, son regard professionnel dévie une seconde vers le tableau de bord de son petit poste de contrôle. C'est un geste automatique, un coup d'œil rapide à la seule photographie qu'il autorise dans son espace de travail. C'est une photo de sa fille Chloé, souriant avec une dent en moins, un rappel du seul monde qui compte pour lui. Mais juste à côté, partiellement cachée par le cadre, il y a une autre image. C'est une petite image de la Vierge miraculeuse, aux bords usés. Elle n'est pas là par dévotion. C'est tout ce qui reste dans son portefeuille de sa défunte épouse, Sandrine. Le souvenir de Sandrine est une blessure qui suppure encore. Sandrine, qui était du Sud, qui remplissait leur maison de l'odeur du thym et du son de la musique traditionnelle occitane. Sandrine, qui priait avec une foi que Stéphane n'a jamais pu comprendre,
une foi qu'il considérait comme une superstition charmante jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Alors, cette superstition est devenue une insulte. Il se souvient vivement des nuits à l'hôpital, l'odeur antiseptique mêlée à l'arôme des bougies que les tantes de Sandrine apportaient. Il se souvient avoir serré cette même image dans sa main, avoir essayé de prier, avoir supplié cette image silencieuse de sauver la femme qu'il aimait. Et il se souvient du silence qu'il a obtenu en réponse, le silence de la chambre d'hôpital lorsque le moniteur a cessé de sonner. Maintenant, lorsque Stéphane Dubois voit ces mêmes symboles de foi dans les mains tremblantes des migrants, il ne voit pas l'espoir. Il voit un mensonge, il voit la faiblesse, il voit la même fausse promesse qui lui a volé sa femme. Dans son esprit, son travail est devenu plus que l'application de la loi. C'est une guerre silencieuse contre cet espoir qu'il considère comme une illusion dangereuse. Une femme dans la file fait un signe de croix en attendant, et Stéphane serre la mâchoire. Un homme embrasse un crucifix, et il détourne le regard avec dédain. Pour lui, ce ne sont que des porte-bonheur pour les crédules, des talismans inutiles contre l'acier froid de la réalité qu'ils représentent. Le contraste est absolu. D'un côté de la vitre, un peuple qui s'accroche à la grâce divine. De l'autre, un homme qui s'est lui-même nommé le gardien d'un monde sans miracle. Et la matinée ne fait que commencer. Pour comprendre l'obscurité que l'agent Stéphane Dubois emportait avec lui à la guérite numéro 12, il faut remonter quelques heures en arrière. À l'aube, dans sa maison de campagne près d'Uzès, dans le Gard, le silence était un bruit assourdissant. Depuis le décès de Sandrine, la maison qu'elle avait remplie de vie, de musique et des arômes de la cuisine provençale était devenue un musée stérile de la vie qui fut. Stéphane s'y déplaçait comme un fantôme, s'accrochant à des routines rigides car elles étaient la seule chose qui le maintenait debout. Ce matin-là, la routine s'est brisée. Il était dans la cuisine, son uniforme déjà enfilé, servant à la hâte un bol de céréales pour sa fille Chloé, 8 ans. Il regardait sa montre constamment. La ponctualité était sa religion. Chloé est apparue sur le seuil de la cuisine, mais elle ne portait pas l'uniforme bleu de son école. À la place, elle portait une robe brodée aux motifs provençaux, d'un jaune éclatant. C'était une robe vibrante, joyeuse, et douloureusement déplacée dans la palette grise de la vie de Stéphane. Il a froncé les sourcils instantanément. « Chloé, tu vas être en retard. Où est ton uniforme ?» Sa voix était rêche, la voix d'un homme qui a oublié comment parler sur un ton autre que celui d'un ordre. Chloé se tenait là, serrant le tissu de la robe. « Je voulais mettre celle-ci, » dit-elle à voix basse, une voix qui s'élevait rarement dans cette maison. « Maman ?» Ce seul mot, maman astérisque, fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Le bol de céréales dans la main de Stéphane s'arrêta à mi-chemin. Le bourdonnement du réfrigérateur sembla s'évanouir et le monde se réduisit au souvenir de cette robe. Il s'en souvenait. Il se souvenait de Sandrine la tenant sur un marché, son visage illuminé, disant « Elle sera notre petit rayon de soleil, n'est-ce pas, Steph ?» À cet instant, la cuisine d'Uzès disparut et Stéphane fut transporté dans le cauchemar qui tournait en boucle dans son esprit, la chambre 305 de l'hôpital de Nîmes. L'odeur n'était pas celle du café, mais de l'antiseptique et de la maladie. La lumière n'était pas celle du soleil matinal, mais la lueur maladive des machines à côté du lit. Il vit Sandrine, pâle, si mince qu'elle semblait une version fragile de la femme qu'il aimait. Mais ses yeux avaient encore cette foi obstinée. Elle respirait avec difficulté, mais avec sa dernière once de force, elle tâtonna sur la table de chevet. Elle sortit sa propre médaille de la Vierge miraculeuse, un héritage de sa mère. La pièce d'argent qu'elle portait depuis sa première communion. Ses doigts tremblants la poussèrent dans la main de Stéphane. « Prends-la, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Elle veillera sur nous, sur toi et Chloé. Tu n'as qu'à lui demander, mon amour. Elle est notre mère. » Il la prit, non par foi, mais par désespoir. Le métal était froid dans sa paume moite. Lui, un homme de logique et de règlement, se retrouva à genoux sur le linoléum, priant. Le souvenir était si vif qu'il pouvait sentir le sol froid sous ses genoux. Il se rappelait les mots qu'il avait utilisés. Ce n'étaient pas des prières apprises, mais des cris de négociation furieux adressés au ciel. Il la supplia, l'implora, puis exigea de cette image silencieuse sur la médaille qu'elle fasse quelque chose, qu'elle prouve qu'elle était réelle, qu'elle arrête l'inévitable. Ne me la prenez pas, se souvenait-il d'avoir crié en silence, le visage contre les draps du lit. Je ferai n'importe quoi, sauvez-la. Et le souvenir le plus clair de tous, le son aigu et prolongé du moniteur de fréquence cardiaque,
le silence absolu qui a suivi, un silence qui a noyé ses prières et son âme. La médaille était encore dans sa main lorsque les infirmières sont entrées. Il s'est senti comme un imbécile, un enfant qui avait été trompé par un conte de fées. Le bruit d'une cuillère tombant sur le sol le ramena à la cuisine. Chloé le regardait, ses yeux remplis de peur face à l'obscurité qu'elle avait vue traverser le visage de son père. Stéphane expira, sa douleur se transformant instantanément en une colère froide et contrôlée. « Je t'ai dit, » sa voix dangereusement basse, « de mettre ton uniforme. Cette robe est ridicule. » Il vit le visage de Chloé se crisper, la lumière dans ses yeux s'éteindre. « Mais maman ?» commença-t-elle. « Ta mère n'est pas là, » cria-t-il, la phrase explosant dans le silence de la cuisine. « Elle est partie, et cette robe ne la ramènera pas, va te changer. Maintenant. » Chloé laissa échapper un sanglot étouffé, tourna les talons et courut dans sa chambre, le jaune vif disparaissant dans le couloir. Stéphane resta seul, tremblant, non de tristesse, mais d'une rage profonde et amère. Il détestait la robe, il détestait le printemps, et plus que tout au monde, il détestait le faux espoir que cette médaille représentait. Il regarda la montre, 7h15. Il attrapa ses clés et son insigne. Le poids familier de son équipement de travail était son seul réconfort. Il quitta la maison sans dire au revoir, sans vérifier l'état de sa fille, emportant avec lui cette tempête de douleur non résolue. C'est cet homme, un homme qui venait de crier sur sa propre fille pour un acte d'amour de sa femme décédée, qui s'assit dans la guérite numéro 12 et se prépara à affronter un monde qui s'accrochait à la même foi qui, selon lui, l'avait trahi. Les heures à Saint-Martin-du-Var s'étirent avec une monotonie écrasante, un défilé sans fin de visages fatigués et de papiers froissés. Pour l'agent Stéphane Dubois, chaque visage est un flou. Mais la rage qui avait explosé dans sa cuisine ce matin-là ne s'était pas dissipée. Elle bouillonnait juste sous la surface de son professionnalisme. Sa douleur intérieure cherchait un endroit où s'ancrer, une cible pour la futilité qu'il ressentait. Et puis, ils se sont tenus devant lui. Ils étaient l'incarnation de la vulnérabilité qu'il en était venu à mépriser. La mère, Manon Dupont, ne devait pas avoir plus de 25 ans, mais ses yeux portaient la fatigue d'une vie entière. À ses côtés, s'agrippant à sa jupe, se tenait son fils Léo, un garçon de 8 ans, le même âge que Chloé. « Papier » dit Stéphane, sa voix plate et sans émotion. Manon se dépêcha. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber l'enveloppe qui contenait leur vie. Elle lui tendit les documents. Stéphane les examina d'un regard rapide et efficace. Tout semblait en ordre, une demande d'asile temporaire. Mais son travail n'était pas seulement de vérifier des papiers, c'était de chercher des divergences, de chercher quoi que ce soit qui cloche. Son regard se posa sur le garçon. Léo était pétrifié, ses grands yeux sombres fixés sur l'insigne brillant de l'uniforme. « Motif de votre visite » demanda Stéphane, bien qu'il l'eût déjà lu. Son regard fixé sur Manon, utilisant le ton qu'il savait intimidant. « Nous cherchons, monsieur, refuge. » murmura-t-elle dans un français hésitant. C'est alors qu'il le vit. Un léger éclat de métal sous le col du t-shirt de l'enfant. Un mouvement instinctif fit que Léo leva la main vers sa poitrine, protégeant l'objet. Le sang de Stéphane se glaça, puis se mit à bouillir. Tout en un instant. C'était elle. La même silhouette ovale, la même image qu'il avait serrée dans la chambre d'hôpital, la même foi futile que sa femme lui avait offerte au lieu d'un remède. Sa douleur et la rage du matin, le souvenir de la robe jaune de Chloé, tout convergea vers ce petit garçon tremblant. « Qu'est-ce que tu as là » lança Stéphane. Sa voix n'était plus plate, mais tranchante comme un couteau. Manon pâlit. « Ce n'est que, c'est sa médaille, monsieur. Pour la protection. » Léo recula, mais il n'y avait nulle part où aller. « Montre-la-moi » ordonna Stéphane. Le garçon, pleurant en silence, sortit d'une main tremblante une chaîne de fil de laquelle pendait une petite médaille en étain usé et sans éclat. C'était la Vierge miraculeuse. À ce moment, Stéphane Dubois ne vit pas un garçon de 8 ans. Il vit le visage de Sandrine lui murmurant « Elle veillera sur nous ». Il vit les prières sans réponse. Il vit le mensonge qui, à son avis, avait empoisonné leurs derniers moments ensemble. La logique se brisa. Le règlement devint une excuse pour sa fureur. Article non déclaré, dit-il froidement. Contrebande de superstition. Avant que Manon ne puisse réagir, Stéphane se pencha par-dessus le comptoir. Ses doigts forts et rapides se refermèrent sur la médaille et tirèrent. Le fil,
vieux et faible, se cassa instantanément. Manon étouffa un cri, un mélange de choc et d'incrédulité. Léo resta paralysé, sa main toujours en l'air, agrippant le vide où, une seconde auparavant, se trouvait sa foi. Stéphane tint la médaille entre son pouce et son index, la regardant avec un mépris absolu. Le métal bon marché était chaud du contact de la peau de l'enfant. « C'est de la camelote », dit Stéphane dans un français clair et tranchant que seul lui et l'air comprenait. « Ça ne te servira à rien ici. » Et puis, avec un mouvement délibéré de son poignet, il lança la médaille. Il ne la laissa pas tomber. Il la lança avec dédain vers la poubelle métallique à côté de lui. Le son fut disproportionnément fort dans le silence tendu du poste. Un astérisque clang astérisque aigu et métallique. L'écho de l'étain heurtant l'acier. C'était un son de finalité, un son de profanation. Manon porta la main à sa bouche, ses yeux remplis d'une horreur qui transcendait la peur de l'autorité. C'était l'horreur d'assister à un sacrilège. Et Léo ne pleura pas. Il le regarda simplement, son visage un masque de terreur silencieuse, ses yeux fixés sur l'homme qui venait de lui voler sa mère. Stéphane se redressa, ressentant une vague de pouvoir vide. « Suivant », dit-il, tamponnant leurs papiers sans les regarder. Alors que l'écho métallique de cette médaille résonne encore dans l'air et que le silence d'un enfant innocent crie plus fort que n'importe quelle alarme, nous voulons faire une pause. Le mépris vient de montrer son visage le plus cruel, mais la réponse du ciel est souvent silencieuse et puissante. Nous voulons savoir d'où vous assistez à cette histoire. Dites-nous dès maintenant dans les commentaires quelle est votre ville et votre pays. Et si vous, comme nous, croyez qu'aucun acte de mépris contre le sacré ne reste sans réponse, abonnez-vous à notre chaîne. Faites-le maintenant pour être témoin du prix que cet homme paiera et du miracle qui naîtra de cet acte de fureur. Après le geste brutal de l'agent Dubois, un silence lourd et contre nature s'abattit sur la Guérite 12. C'était un silence plus profond que la simple absence de son. C'était le silence du choc collectif. Les autres agents dans les guérites voisines firent semblant de n'avoir rien vu. Leurs visages tournés vers leurs ordinateurs, complices dans leur désir d'éviter la confrontation. Les gens dans la file derrière Manon baissèrent les yeux, une peur renouvelée s'emparant d'eux. Pour Manon et Léo, le monde s'était réduit à cet espace d'un mètre devant le comptoir. Le « suivant » de Stéphane les avait congédiés, mais leurs pieds étaient collés au sol, paralysés. Ce fut un autre agent, plus jeune et avec une ombre de malaise dans les yeux, qui les guida doucement par le bras. « Par ici, madame, vers la salle d'attente. » Ils furent conduits dans une grande pièce stérile, peinte de cette couleur beige gouvernementale qui semble conçue pour absorber tout espoir. Elle était remplie d'autres familles dans divers états de limbe. Certains dormaient, épuisés, sur les chaises en plastique dur, d'autres mangeaient en silence, et d'autres encore fixaient simplement le mur. Il n'y avait pas de fenêtre sur l'extérieur, seulement le bourdonnement constant de la ventilation. Manon, toujours tremblante, trouva 2 sièges vides dans un coin, loin de la porte. Elle s'assit, son corps se déplaçant avec la lenteur de quelqu'un sous l'eau, et assit Léo sur ses genoux, bien qu'il soit déjà un peu grand pour cela. Elle l'enveloppa de ses bras aussi fort qu'elle le pouvait, comme si elle essayait de le protéger rétroactivement, comme si son étreinte pouvait d'une manière ou d'une autre annuler l'outrage qu'il venait de subir. Il n'y eut pas de cri d'indignation, pas de malédiction. Manon ne courut pas chercher un superviseur pour se plaindre. L'agent Dubois, dans sa vision cynique du monde, s'attendait probablement à une scène, une crise de colère qui pourrait justifier son mépris. Mais ce qu'il obtint, bien qu'il ne fût pas là pour le voir, fut quelque chose de bien plus puissant. La dignité de la douleur sacrée. Manon ne répondit pas à l'agression par l'agression. Elle répondit avec la seule arme que les démunis ont eue à travers les siècles, la foi. Ses épaules furent secouées non par la rage, mais par des sanglots contenus qu'elle essayait d'étouffer contre les cheveux de son fils. Léo, de son côté, restait complètement immobile. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, fixés sur le vide. Sa petite main droite était toujours sur sa poitrine, ses doigts agrippant le tissu de son t-shirt, juste là où la médaille reposait autrefois. Il n'avait pas bougé sa main. Après plusieurs minutes, les sanglots de Manon diminuèrent. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et chercha dans la poche de sa veste. Ses doigts trouvèrent ce qu'ils cherchaient, un simple chapelet de perles en plastique bleu. Elle le sortit, et le geste était aussi naturel que de respirer. Elle ne le leva pas pour que tout le monde le voie. Elle ne commença pas à prier à voix haute. Elle le tint simplement, ses doigts trouvant la croix. Et dans le silence de cette salle d'attente stérile,
Tandis que son fils restait catatonique sur ses genoux, Manon commença à prier. Ses lèvres bougeaient à peine. Les mots du « Je vous salue Marie » n'étaient qu'un murmure pour elle et pour le ciel. Chaque perle qui passait entre ses doigts était un acte de défi silencieux, une affirmation que l'agent du bois pouvait prendre un objet en éteint, mais il ne pouvait pas toucher ce que cet objet représentait. Le changement dans la pièce fut subtil, mais indéniable. Une femme âgée assise en face d'eux, qui avait observé la scène avec des yeux sages et tristes, vit le chapelet dans la main de Manon. Sans dire un mot, la vieille dame sortit son propre chapelet de son sac. Ailleurs dans la salle, un homme robuste avec des bottes de travail enleva son chapeau et le posa sur sa poitrine. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé au comptoir, mais il reconnaissait le langage universel de la douleur et de la dévotion. L'acte d'agression d'un homme avait créé un vide, et la communauté silencieuse de cette salle le remplissait, non pas avec de la colère, mais avec une révérence partagée. Le cœur du public, en voyant cette scène, ne peut s'empêcher de se briser avec celui de Manon. La dignité de sa réponse, son refus de laisser la haine la contaminer, renforce la sainteté de ce qui vient d'être profané et isole encore plus l'agent Dubois dans sa propre fureur vide. Le reste du service de l'agent Stéphane Dubois se déroula avec la même froideur qu'à ses débuts. Le *clang* métallique de la médaille en éteint dans la poubelle fut rapidement enseveli par le son des tampons sur les passeports, les questions de routine et le bourdonnement de la bureaucratie. Dans son esprit, il n'avait rien fait de mal. Il avait fait respecter un règlement, certes avec un peu plus de zèle que d'habitude, mais il se justifiait en pensant que c'était nécessaire. Il avait effacé l'image du visage terrifié de Léo de son esprit, la remplaçant par la logique que les règles sont les règles et que la foi est une affaire personnelle qui n'a pas sa place à une frontière fédérale. Il quitta le poste de Saint-Martin-du-Var à la tombée de la nuit, l'air frais des Alpes ne faisant que peu pour soulager la tension dans ses épaules, qu'il attribuait à une longue journée et à la confrontation désagréable qu'il avait eue, non pas avec l'enfant, mais avec sa propre fille ce matin-là. En rentrant chez lui par l'autoroute, coincé dans les embouteillages, son esprit se concentra sur Chloé. La culpabilité pour la façon dont il lui avait crié dessus commença à ronger sa conscience, un sentiment bien plus inconfortable que tout ce qu'il avait fait au travail. Il détestait cette sensation, la sensation d'avoir perdu le contrôle, d'avoir laissé sa douleur pour Sandrine se déverser sur la seule personne qui lui restait. Il décida qu'il s'excuserait. Il mangerait une quiche lorraine, sa préférée, qu'il préparait toujours pour elle. Il regarderait un film. Il rétablirait l'ordre. C'était son mantra. Le contrôle et l'ordre étaient les seules défenses contre le chaos du monde, le chaos des émotions, le chaos de la foi, le chaos de la mort. Sa maison, bien que silencieuse, était sa forteresse, le seul endroit où il dictait les règles. Il ouvrit la porte d'entrée de sa maison près d'Uzès, s'attendant au son habituel de la télévision avec des dessins animés ou de la musique d'un jeu vidéo. Au lieu de cela, il fut accueilli par un silence dense et lourd. C'était différent du silence vide auquel il s'était habitué après la mort de Sandrine. Celui-ci semblait être un silence d'attente, un silence qui contenait quelque chose. « Chloé » cria-t-il, sa voix sonnant étrangement forte dans le vestibule. « Je suis rentré. J'ai ramené le dîner. » Pas de réponse. Pas le bruit de petits pieds courants sur le parquet, seulement le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Un frisson d'inquiétude, qu'il ne reconnut pas immédiatement, commença à lui parcourir le dos. « Chloé » répéta-t-il, cette fois avec moins d'assurance. Il posa les clés sur la table. La maison était impeccable, exactement comme il l'avait laissée, mais elle semblait étrange, comme si l'air s'était épaissi. Il traversa le couloir jusqu'à la chambre de sa fille. La porte était entr'ouverte. Une ligne de lumière se déversait dans le couloir sombre. Il la poussa doucement. Et là, il la trouva. Chloé était assise sur le bord de son lit, immobile comme une poupée de porcelaine. Son cœur fit un bond. Elle ne portait pas le pyjama auquel il s'attendait. Elle portait la robe. La robe jaune vif brodée de motifs provençaux. La robe que Sandrine lui avait achetée. La robe pour laquelle il lui avait crié dessus ce matin. Stéphane sentit une vague de frustration, mais elle fut rapidement remplacée par une alarme croissante. Elle ne pleurait pas, elle ne faisait pas de caprice. Elle était simplement assise, les mains sur les genoux, fixant le mur. « Chloé, s'il te plaît, » dit-il, essayant de garder sa voix douce, luttant pour trouver le ton de père qui lui échappait si souvent. « Écoute, je suis désolé pour ce matin. J'ai été un idiot. Je n'aurais pas dû te crier dessus pour la robe. Tu peux la porter quand tu veux.
Il fit une pause, attendant une réponse, un signe. Elle ne bougea pas. Il s'approcha et s'agenouilla devant elle, forçant son regard à croiser le sien. Ses yeux, normalement si brillants et pleins de vie, semblaient distants, embrumés. « Ma chérie, parle-moi » la supplia-t-il, sa voix maintenant teintée d'une panique qui commençait à poindre. « Tu fais peur à papa. Tu es en colère contre moi? Tu as le droit, mais tu dois dire quelque chose. » Il prit ses petites mains dans les siennes. Elles étaient froides. Elle tourna lentement la tête et le regarda. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Il y avait de la reconnaissance, mais aussi autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer. Une peur profonde et tranquille. Et puis, dans un geste qui glaça le sang dans les veines de Stéphane, Chloé ouvrit la bouche. Il vit sa langue bouger, il vit les muscles de sa gorge se contracter dans l'effort de former un mot. Il se prépara au son, à son nom, à un « je te déteste » ou à un « laisse-moi tranquille ». Mais ce qui sortit fut rien. Absolument rien. Pas un murmure, pas un souffle, pas le moindre courant d'air. L'homme qui, quelques heures plus tôt, avait réduit la foi d'un enfant au silence d'un geste méprisant, regardait maintenant avec horreur le silence absolu, un silence impossible et contre nature, s'emparer de sa propre fille. La prison d'orgueil qu'il avait construite autour de lui venait de trouver sa première prisonnière. Un cri primitif se forma dans la gorge de Stéphane Dubois, mais il l'étouffa lui-même. La panique, froide et aiguë, le traversa avec la force d'un choc électrique. Sa première réaction ne fut pas celle d'un père, mais celle d'un officier. Il évalua la menace. « Tu t'es étouffé? Tu as mangé quelque chose » demanda-t-il frénétiquement, ses mains maladroites ouvrant la bouche de Chloé, cherchant une obstruction, quelque chose de tangible, quelque chose qu'il pourrait enlever. Il n'y avait rien. Ses doigts palpèrent son cou, sa gorge. Tout était normal. « Chloé, ce n'est pas drôle. Dis-moi ce qui se passe, lui cria-t-il, la secouant doucement par les épaules. Mais le désespoir rendait sa prise plus forte qu'il ne le voulait. Elle le regardait simplement, ses yeux maintenant remplis de larmes, son visage contorsionné dans un effort silencieux pour crier, pour lui faire plaisir, pour produire le son qu'il exigeait. Mais de sa bouche ouverte ne sortait que ce silence terrifiant, un vide qui absorbait tout l'oxygène de la pièce. L'autorité de son foyer se dissolvait. En moins de 5 minutes, il était dans sa voiture, brisant toutes les limites de vitesse sur la route de la salle d'urgence de l'hôpital de Nîmes. Il portait Chloé dans ses bras, elle toujours vêtue de cette robe jaune qui semblait maintenant une moquerie cruelle. Il fit irruption dans les urgences, non pas comme un père effrayé, mais comme l'agent Dubois. « J'ai besoin d'aide, maintenant » cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle d'attente, sa main allant instinctivement vers son insigne. « Ma fille ne peut pas parler. » Son autorité, son entraînement à commander le chaos, lui valut une attention immédiate. On le conduisit dans une chambre privée, et le monde stérile de la bureaucratie frontalière fut remplacé par le monde stérile de la médecine d'urgence, lumière vive, bip de moniteur lointain, odeur âcre de désinfectant. Ce qui suivit fut un cauchemar d'impuissance logique. Les infirmières essayèrent de le calmer, mais il les écarta avec des questions techniques. Vérifier sa gorge. Peut-être une réaction allergique, une anaphylaxie. Mais il n'y avait pas de gonflement, pas de sifflement, sa respiration était parfaite. On appela un pédiatre, qui essaya de poser des questions à Chloé d'une voix douce et chantante, en utilisant une marionnette. Chloé l'observait avec des yeux tristes, mais ne répondait pas. Le médecin examina ses oreilles, son nez, sa gorge. Tout semble parfaitement normal, agent Dubois. Ses cordes vocales répondent aux réflexes. Mais Stéphane exigea plus. Je veux un spécialiste. Je veux un neurologue. Je veux un scanner. Maintenant. Son argent, son assurance, son statut de fonctionnaire fédéral lui achetèrent la rapidité que d'autres n'avaient pas. On appela une spécialiste de garde. La spécialiste, une femme au visage sérieux nommée Dr Sophie Leclerc, arriva. Elle effectua une série de tests que Stéphane ne comprenait pas, fit suivre son doigt des yeux à Chloé, testa ses réflexes. Finalement, ils utilisèrent un petit endoscope flexible, une caméra minuscule pour regarder son larynx. Stéphane observa l'écran, fasciné et horrifié, en voyant une image parfaitement saine des cordes vocales de sa fille. Comme vous pouvez le voir, agent Dubois, dit la docteure Leclerc d'une voix basse et professionnelle, il n'y a ni polype, ni paralysie, ni inflammation. Physiquement,
votre fille est en parfait état pour crier si elle le souhaite. Stéphane se passa la main dans les cheveux, son esprit tournant à 1000 à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est? Un AVC? Un caillot? Quelque chose dans son cerveau? La docteure Leclerc éteignit l'écran et se tourna vers lui. Son visage n'était plus celui d'un médecin, mais celui d'une interrogatrice douce. Je vais vous poser une question très importante, agent Dubois, et j'ai besoin que vous y réfléchissiez très attentivement. Est-il arrivé quelque chose à Chloé aujourd'hui? Une peur, un choc? A-t-elle été témoin de quelque chose de traumatisant? La question frappa Stéphane avec la force d'un coup de poing à l'estomac. L'image de la cuisine ce matin-là inonda sa vision. Lui, criant, le visage de Chloé se crispant, la robe jaune. Nous avons eu une dispute, admit-il à contre-cœur. Je lui ai crié dessus à propos d'une robe. Mais c'était juste une dispute père-fille. Rien. Il s'arrêta. Le docteur le regardait avec une compassion qu'il détestait. Ce que nous pensons observer, dit-elle, choisissant ses mots avec soin, s'appelle une aphonie psychogène. C'est la perte de la voix sans cause physique. C'est un mécanisme de défense. Le cerveau, pour se protéger d'une douleur ou d'une peur écrasante, coupe simplement le son. Aphonie. Psychogène. Des mots à plusieurs syllabes qui signifiaient une seule chose. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait réparer. Ce n'était pas un os cassé, ni une infection, ni quelque chose que sa logique, son argent ou son autorité pouvaient intimider pour guérir. C'était un problème de l'âme, et c'est lui qui l'avait causé. L'homme qui était si fier de son contrôle absolu réalisa que sa propre colère, sa propre douleur non traitée pour Sandrine, était devenue un poison si toxique qu'il avait réduit sa propre fille au silence. La docteure Leclerc dit qu'il la garderait en observation, qu'il ferait venir un pédopsychiatre le matin. On le laissa seul dans la chambre d'hôpital, maintenant sombre à l'exception de la lumière du couloir. Chloé s'était endormie sur le brancard, épuisée par la peur et les tests, s'accrochant toujours à sa robe jaune. Stéphane Dubois, l'homme du mur, l'homme de la logique faite d'acier, s'assit sur une chaise en plastique, regarda sa fille silencieuse et, pour la première fois de sa vie, se sentit complètement et absolument impuissant. Il avait touché le fond d'un abîme qu'il avait lui-même creusé. 2 jours se sont écoulés. 2 jours d'un silence qui est devenu l'unique réalité de Stéphane Dubois. 48 heures passées dans le purgatoire d'une chaise en plastique à côté du lit d'hôpital, sous la lumière fluorescente qui ne s'éteint jamais, écoutant le doux bip d'un moniteur qui mesure les signes vitaux d'une fille parfaitement saine qui ne peut pas parler. Le pédopsychiatre était venu ce matin-là, un homme aimable avec une cravate à dessins animés qui posa à Stéphane des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Des questions sur le traumatisme, sur le foyer, sur Sandrine. Chaque question était une pelle qui creusait plus profondément la tombe de culpabilité que Stéphane s'était construite. Les médecins avaient haussé les épaules, utilisant des phrases comme « temps »,« patience » et « thérapie ». Mais la logique de Stéphane, le pilier de son existence, lui disait que ce n'était pas un simple traumatisme psychologique. Le silence de sa fille avait commencé à l'instant même où il avait imposé le silence à la foi d'un autre enfant. La coïncidence était trop précise, trop poétique, trop semblable à une punition. C'était la 3e nuit. Les heures s'étiraient vers 3 heures du matin, l'heure de la miséricorde, l'heure où les âmes sont les plus proches du voile. Chloé dormait, mais c'était un sommeil agité. Ses paupières tremblaient comme si elle était prise au piège d'un cauchemar silencieux. Stéphane n'avait pas dormi. Il était brisé. Une coquille d'homme nourrie de caféine rance de machine et d'une peur qui lui rongeait les entrailles. Il se sentait observé, non pas par les infirmières, mais par le silence lui-même. Un silence qui avait un poids et une forme, un silence qui l'accusait. Son autorité, son insigne, sa colère, tout s'était dissous, le laissant nu et impuissant. C'était un homme qui avait atteint la fin de son propre pouvoir et n'y avait rien trouvé. Avec des mains tremblantes d'épuisement et de café, il chercha son portefeuille. Pas pour payer quelque chose, pas pour montrer sa carte d'identité, juste pour le geste familier. Il l'ouvrit. Ses yeux se posèrent sur la photo de Chloé, souriant avec sa dent en moins. Puis, ses doigts effleurèrent l'autre photo, celle qu'il regardait rarement. Sandrine riant sur la plage. Et derrière elle, glissé dans le même compartiment en plastique, se trouvait un objet qu'il avait oublié. Une petite image en papier, pliée au coin, ses couleurs délavées par le temps et la friction. Il la sortit. C'était elle. La Vierge miraculeuse.
La même image qu'il avait profanée, la même image que Sandrine l'avait supplié de comprendre. Il la regarda, la silhouette sombre entourée de rayons dorés. Son visage serein semblait le regarder, non pas avec jugement, mais avec une patience insondable. Et là, dans le silence stérile de 3 heures du matin, Stéphane Dubois s'effondra. Il tint la petite image en papier et les larmes qu'il avait contenues pendant 2 ans commencèrent à couler. Ce n'étaient pas des tremblements silencieux, c'étaient des sanglots secs et rauques qui lui déchiraient la gorge. Il glissa de la chaise et tomba à genoux sur le sol froid en linoléum, le plastique dur de la chaise pressé contre son front. « Toi, murmura-t-il à l'image, sa voix brisée. Tu me l'as prise. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié dans cette même ville, dans un hôpital comme celui-ci, et tu as pris ma Sandrine. » La haine et la douleur jaillirent, fraîches comme si c'était hier. Et moi, ce matin, j'ai fait la même chose à ce garçon. L'aveu sortit de lui, une toxine libérée. J'ai vu cette médaille et je t'ai détesté. Je l'ai détesté, lui, de croire en toi. Je lui ai pris ce qu'il aimait, et maintenant, tu me l'as fait à moi. Tu m'as pris la voix de ma fille. Il s'arrêta, attendant un éclair, attendant une confirmation de sa condamnation. Mais il n'y eut que le bip du moniteur. Sa rage s'épuisa, ne laissant qu'un vide désespéré. C'était ma faute, admit-il dans le plus petit des murmures. C'était mon orgueil, ma colère. Mais pas elle. S'il te plaît, pas elle. Il leva l'image, ses larmes mouillant le papier. Si tu es réel, si tu es une mère, ne la laisse pas payer pour mon péché. Rends-la moi. Rends-moi sa voix. Ce n'était pas une négociation. C'était une reddition totale. Je ne sais pas comment croire, sanglota Théil, mais je t'en supplie, miséricorde. Et alors, c'est arrivé. Ce ne fut pas une lumière, ni une vision. Ce fut une odeur. L'air de la pièce qui, une seconde auparavant, sentait le désinfectant, le plastique et l'odeur rance de la maladie, changea. Stéphane leva la tête, confus. Un arôme doux, impossible, commença à remplir l'espace. Ce n'était pas l'odeur chimique d'un désodorisant. C'était organique, vivant. C'était l'odeur écrasante, douce et profonde des roses. Des roses fraîches, comme si 1 million de pétales venaient d'être écrasés dans la pièce. L'odeur s'intensifia, remplissant ses poumons, déplaçant l'odeur d'hôpital, l'enveloppant. C'était l'odeur des roses que Sandrine mettait dans un petit vase à côté de son lit. C'était comme l'odeur de Lourdes. Stéphane regarda autour de lui frénétiquement, cherchant la source. Il n'y avait rien. Juste lui, sa fille endormie, et ce miracle sensoriel. L'odeur n'était pas agressive, elle était réconfortante, une chaleur liquide qui semblait l'envelopper dans une étreinte. C'était la réponse. Ce n'était pas un « oui » ou un « non ». C'était une présence. C'était la grâce dans sa forme la plus pure, répondant non pas à sa foi, mais à sa douleur. Stéphane Dubois resta à genoux pendant un temps incalculable, respirant le miracle. L'arôme des roses ne se dissipa pas immédiatement. Il resta dans l'air comme un manteau dense et réconfortant. Une preuve tangible que sa reddition avait été entendue. La terreur qui avait paralysé ses entrailles pendant 2 jours se dissolvait, remplacée par une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. La paix. Ce n'était pas la paix vide de la résignation, mais la paix écrasante de la grâce. Il comprit, dans un éclair de clarté qui transcendait la logique, que le silence de sa fille n'avait pas été une punition divine, ni une vengeance œil pour œil d'un Dieu vengeur. C'avait été l'écho naturel et terrifiant de son propre vide spirituel, une conséquence de l'obscurité qu'il avait lui-même invitée dans sa vie. Le miracle de l'arôme n'était pas une transaction, c'était une invitation à guérir. La carapace qu'il avait construite autour de son cœur pendant 2 ans, une carapace faite de douleur, de colère et d'orgueil cynique, se fissura. Les larmes qui suivirent n'étaient plus celles d'un homme désespéré qui marchandait, mais celles d'un fils prodigue qui rentrait à la maison. Il pleura pour Sandrine, non pas avec la rage de sa perte, mais avec la douce tristesse de son souvenir. Il pleura pour l'homme amer qu'il était devenu, pour chaque acte de cruauté mesquine qu'il avait infligé aux autres pour se sentir en contrôle. Et il pleura pour ce garçon, Léo, dont il avait piétiné la foi avec tant d'arrogance. L'image en papier de la Vierge était toujours serrée dans sa main, maintenant humide de ses propres larmes. La culpabilité était écrasante, mais pour la première fois, elle ne l'étouffait pas, elle le purifiait. Il resta là, sur le sol froid de l'hôpital,
jusqu'à ce que le premier soupçon de lumière grise commence à filtrer à travers le store de la fenêtre. L'odeur de Rose s'était doucement estompée, laissant derrière elle l'odeur familière de l'hôpital, mais l'air de la pièce semblait différent, plus léger. Stéphane se sentait vide, mais c'était un bon vide, un vide prêt à être rempli. Il se releva avec difficulté, les genoux endoloris par le sol dur, et regarda sa fille. Chloé dormait toujours, mais son visage, qui avait été tendu même dans le sommeil, semblait maintenant serein. La robe jaune vive qu'il avait tant méprisée lui paraissait maintenant belle, un dernier cadeau de l'amour de sa femme. Il s'assit sur la chaise, non pas comme un gardien, mais comme un père, et la regarda simplement respirer. Quelques minutes plus tard, à ce moment magique où la nuit cède au jour, les paupières de Chloé tremblèrent et s'ouvrirent. Elle ne se réveilla pas en sursaut comme les jours précédents. Elle ouvrit les yeux et le regarda, son regard clair et présent pour la première fois depuis que le silence l'avait prise. Stéphane soutint son regard, son cœur battant d'un mélange d'espoir et de peur. Il ne lui exigea pas de parler, il ne la supplia pas. Il la regarda simplement avec tout l'amour et le repentir qu'il ressentait. « Bonjour, mon petit rayon de soleil », murmura-t-il, utilisant le surnom que Sandrine lui donnait, un mot qu'il n'avait pas prononcé en 2 ans. Chloé l'observa. Ses yeux se déplacèrent du visage de son père à sa main, qui reposait toujours sur la couverture. Sa main serrait encore la petite image en papier de la Vierge. Elle tendit sa propre main et toucha l'image du bout des doigts. Puis, ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens. Elle prit une inspiration. C'était un petit son, presque imperceptible, le son d'un mécanisme qui revient à la vie. Et puis, une petite voix, rauque par le manque d'usage, mais incontestablement la sienne, remplit le silence. « Papa » murmura-t-elle. Le monde de Stéphane Dubois s'arrêta, puis redémarra. Ce seul son était plus fort qu'une explosion. Il laissa échapper un sanglot, qui était à moitié rire, à moitié pleurs. « Oui, ma chérie. Je suis là. » Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle, mais cette fois, elles étaient de pure joie. Chloé le regarda, le front plissé de confusion, non pas à cause de sa propre voix, mais à cause de ses larmes. « Pourquoi tu pleures, papa ?» Cette question simple et parfaite. Cette question qui prouvait que le sort était rompu. Il n'essaya pas de lui expliquer le miracle, la médaille, l'odeur de Rose ou sa propre sombre épiphanie. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il se pencha en avant et l'enveloppa dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux, inhalant l'odeur de shampoing pour bébé et de sommeil. « Parce que je t'aime », réussit-il à dire, la voix étranglée. « Je t'aime tellement, Chloé, plus que tu ne le sauras jamais. » Et pour la première fois, elle le serra en retour, ses petits bras enserrant son cou, son silence enfin brisé, son cœur et le sien, tous deux brisés et guéris, battant ensemble à l'aube. Les médecins étaient stupéfaits. Le matin amena une ronde de spécialistes qui observèrent Chloé rire et discuter avec une infirmière des dessins animés à la télévision. Ils utilisèrent des mots comme « rémission spontanée » et « récupération remarquable ». La docteure Leclerc, la spécialiste qui avait diagnostiqué l'aphonie psychogène, observait simplement Stéphane avec un regard interrogateur, sachant que la médecine n'avait pas d'explication complète pour ce qui s'était passé dans la chambre 305. On leur donna leur congé avec une simple instruction. Ramenez-la à la maison, agent Dubois. Et quelle que soit la thérapie que vous avez commencée la nuit dernière, continuez-la. Stéphane hocha la tête, le cœur rempli d'une gratitude si profonde qu'elle en était douloureuse. Mais en signant les papiers de sortie, il savait que ce n'était pas fini. La guérison de sa fille était liée à une blessure qu'il avait infligée. Il ne pouvait pas rentrer à la maison. Pas encore. Il laissa Chloé à une voisine de confiance, une femme âgée qui avait été l'amie de Sandrine, lui promettant qu'il reviendrait bientôt et que tout allait bien. Pour la première fois depuis des années, il conduisit vers Saint-Martin-du-Var, non pas avec le poids de son devoir, mais avec le poids de sa mission. Il ne portait pas son uniforme, il était en civil, se sentant étrangement exposé. Il n'entra pas par la porte des employés, mais se dirigea vers la zone publique, au même endroit où il avait commis son acte. Son cœur battait fort contre ses côtes. Il s'approcha de la guérite 12, maintenant occupée par un autre agent qui traitait les gens avec une efficacité ennuyée. Et là se trouvait la poubelle métallique. La même. 3 jours avaient passé. Il savait que les chances étaient quasi nulles. Les poubelles étaient vidées quotidiennement. Mais il devait essayer. Il attendit que le flux de personnes diminue et s'approcha du conteneur.
Un agent de sécurité à proximité le regarda étrangement. Stéphane montra simplement son insigne. « Preuve », dit-il sèchement. Un mot qui lui donna un accès instantané. L'agent hocha la tête et détourna le regard. Stéphane prit une profonde inspiration. L'odeur aigre des ordures le frappa, et il commença à chercher. Il plongea la main, ses doigts déchirant des sacs en plastique, fouillant parmi des restes de nourriture, des papiers d'immigration jetés et la saleté générale de 1000 vies de passage. C'était répugnant, c'était humiliant. Un homme fier de ses mains propres et de son uniforme impeccable était maintenant jusqu'au coude dans les ordures. Chaque morceau de métal qu'il touchait faisait bondir son cœur, pour découvrir que c'était une capsule de bouteille ou une canette de soda. Et juste au moment où il était sur le point d'abandonner, ses doigts effleurèrent quelque chose de petit, de fin, avec un bord distinctif. Il le sortit. C'était couvert de café renversé et de quelque chose de collant, mais c'était bien elle. L'étain usé, le visage serein de la Vierge le regardant depuis la saleté. Il l'essuya contre sa chemise. Une vague de soulagement aussi puissante que le miracle à l'hôpital le parcourut. Il l'avait trouvé. L'étape suivante était plus difficile. Il dut utiliser le système qu'il connaissait si bien, mais cette fois contre lui-même. Localiser un demandeur d'asile spécifique dans le labyrinthe bureaucratique n'était pas facile. Il se dirigea vers le bureau administratif où son insigne lui donna accès à des ordinateurs que d'autres ne pouvaient pas toucher. Il chercha dans les registres d'admission de la date et de l'heure de son service. Manon Dupont et Léo Dupont. Son cœur se serra. Ils n'avaient pas été libérés. Ils avaient été transférés au centre de rétention administrative de Muret pour le traitement de leur demande d'asile. Ce n'était pas une prison, mais ce n'était pas non plus la liberté. Il conduisit jusqu'à Muret, la médaille maintenant en sécurité dans la poche de sa chemise, pressée contre sa poitrine. Le centre de rétention était encore plus stérile que la frontière, plus de barbelés, plus de portes en acier. Il lui fallut 1 heure à user de son insigne et de son autorité pour finalement obtenir ce qu'il voulait, une visite officielle en dehors des heures prévues. On le conduisit dans une salle de visite familiale, une pièce peinte de fresques de dessins animés qui tentaient pathétiquement de cacher la tristesse du lieu. Une porte s'ouvrit et ils entrèrent. Manon d'abord, les yeux plus fatigués qu'avant, le visage rempli de peur. Que avaient-elles fait de mal maintenant? Allaient-ils être expulsés? Léo la suivait, s'agrippant à sa main avec le même regard silencieux et terrifié que Stéphane se rappelait. Stéphane sentit l'air lui manquer. Il vit les dégâts qu'il avait causés, frais et crus. Manon le reconnut immédiatement. Son corps se tendit et elle tira visiblement Léo derrière elle, créant une barrière avec son propre corps. « Monsieur » commença-t-elle, la voix tremblante. Stéphane leva une main, non pas dans un geste d'autorité, mais de supplication. « S'il vous plaît. » Les gardes observaient derrière une vitre. Stéphane savait qu'il devait faire vite et que les mots ne suffisaient pas. Alors, il fit l'impensable. L'agent Stéphane Dubois, officier de la police aux frontières, l'homme du mur, fit un pas en avant et s'agenouilla. Il tomba sur un genou, puis sur l'autre, sur le linoléum de la salle de visite, mettant ses yeux au même niveau que ceux de l'enfant terrifié. Manon étouffa un cri. Les gardes derrière la vitre se redressèrent, confus. Léo le regardait simplement, son esprit d'enfant incapable de traiter l'image de son monstre à genoux. Stéphane plongea la main dans la poche de sa chemise et sortit la médaille. Propre maintenant. Il la tint dans la paume de sa main, la lumière fluorescente se reflétant sur le métal bon marché. « Léo » dit Stéphane, et sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, utilisant le français hésitant d'un enfant qui apprend. « Léo. Je suis désolé. » Et puis les 2 mots les plus importants, « pardonne-moi ». Il tendit la main avec la médaille. Léo ne bougea pas. Manon, voyant la vérité sur le visage brisé de cet homme, poussa doucement son fils en avant. « Prends-la, mon fils. Elle est à toi. » Les doigts de Léo, petits et tremblants, s'approchèrent et prirent la médaille. À l'instant où ses doigts la touchèrent, une larme silencieuse roula sur la joue du garçon. C'était la première émotion que Stéphane avait vue en lui, autre que la terreur. Léo regarda la médaille, puis il regarda Stéphane. Et dans ses yeux sombres, Stéphane ne vit pas la haine. Il vit de la confusion, puis il vit l'eau blanche de quelque chose qui ressemblait au pardon. Stéphane resta à genoux, sans se soucier de qui le voyait, sentant le poids de 2 ans de colère s'évanouir enfin, remplacé par le fragile soulagement de la réparation. 6 mois ont passé.
La chaleur implacable de l'été a laissé place à l'air frais de décembre. Nous sommes dans la salle paroissiale d'une petite église de village en Provence, un endroit qui sent le pain, la cannelle et la pâte sucrée des crêpes qui cuisent dans la cuisine. La salle vibre de vie. Des guirlandes et des rubans aux couleurs de Noël pendent du plafond, et au centre, un groupe d'enfants crie avec enthousiasme en se relayant pour casser une « surprise » de Noël. Ce n'est pas un bureau gouvernemental, c'est une fête de Noël organisée par l'Église pour les familles de migrants et de réfugiés nouvellement arrivés. C'est un lieu de refuge, de chaleur et de communauté. La musique des chants de Noël se mêle au rire et au bourdonnement des conversations. Parmi les enfants qui crient, il y a 2 visages familiers. Chloé, qui a maintenant 9 ans, saute et crie des instructions à un garçon aux yeux bandés. Sa voix est claire, forte et pleine de la joie insouciante qui lui avait été volée. À côté d'elle, attendant son tour, se trouve Léo. Ce n'est plus le garçon pétrifié de la frontière. Il sourit, ses yeux brillants d'excitation. Lorsque la surprise se brise enfin et qu'une pluie de bonbons tombe sur le sol, ils se jettent tous les 2 par terre en riant et en ramassant des trésors. Leur amitié, forgée dans une langue que seuls les enfants comprennent. Près de la cuisine, Manon, la mère de Léo, observe la scène avec un sourire tranquille. Son visage n'est plus marqué par la peur. Grâce à un programme de parrainage de l'église, elle et Léo sont en sécurité. Ils ont un petit appartement et elle a un travail. Elle lève les yeux et son regard croise celui de Stéphane. Stéphane Dubois n'est pas là avec un insigne. Il est derrière une longue table pliante, les manches de son pull retroussées, servant un pot-au-feu d'une marmite géante. La vapeur embue son visage et sa voix, autrefois utilisée pour donner des ordres, dit maintenant « Vous en voulez un peu plus ? C'est assez chaud ?» Il n'est plus l'agent Dubois, l'homme du mur. Il est juste Stéphane, le bénévole du pot-au-feu. Il a changé de travail. Il ne travaille plus à la frontière. Il a demandé un transfert à un poste administratif, un travail qui lui permet d'être à la maison pour dîner avec Chloé tous les soirs. Sa colère s'est dissoute, remplacée par une humilité tranquille. Sa vie n'est plus définie par le contrôle, mais par le service. Manon s'approche de lui, non pas comme une demandeuse d'asile à un officier, mais comme une amie. « Stéphane, dit-elle, sa voix maintenant ferme et assurée. Sœur Monique dit que nous avons besoin de plus de punch. » Stéphane acquiesce avec un sourire chaleureux. « À vos ordres, Manon. Je l'apporte tout de suite. » Leur interaction est facile, naturelle, un témoignage de la guérison qui a eu lieu. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, il passe à côté d'un homme âgé, Monsieur Jean-Pierre, qui est assis seul dans un coin, l'air accablé et perdu. Stéphane s'arrête, s'assoit à côté de l'homme un instant, sans rien dire au début. Puis, dans son français encore maladroit mais plein de sincérité, il demande simplement « Comment allez-vous ? Je m'appelle Stéphane. Voulez-vous que je vous apporte une assiette ?» L'homme le regarde, voit la gentillesse dans ses yeux et hoche lentement la tête. C'est la nouvelle mission de Stéphane. Elle n'est pas grandiose, elle n'est pas publique. Elle est silencieuse. C'est une assiette de soupe chaude, c'est une main sur l'épaule. C'est le travail lent et patient de reconstruire des ponts là où il ne voyait autrefois que des murs. Plus tard dans la soirée, Stéphane se tient à l'arrière de la salle, observant. Il voit Chloé et Léo assis dans un coin, partageant un bonbon et un secret. Il voit Manon rire avec un groupe de femmes. Il sort son portefeuille, un geste qui est maintenant différent. Il ouvre le compartiment où il garde la photo de Sandrine. Derrière elle se trouve toujours la petite image en papier de la Vierge, maintenant usée par le contact de ses propres doigts. Et à côté, il y a une nouvelle addition, une petite médaille en étain. Léo la lui avait donnée la semaine dernière. J'en ai une nouvelle, lui avait expliqué le garçon, lui montrant une médaille en argent brillante que l'Église lui avait offerte. Garde celle-ci, Stéphane. Pour la protection. Stéphane la tient un instant. Le métal bon marché lui semble être l'or le plus pur. Il ferme son portefeuille. Son cœur n'est ni brisé ni guéri, mais entier. Il regarde la scène de joie devant lui, un miracle né de la douleur, et dans le silence de son âme, il offre la seule prière qui compte maintenant. Merci. L'histoire de Stéphane, Chloé et Léo se termine ici, mais son message ne fait que commencer. Elle nous enseigne que la grâce n'est pas un prix que l'on gagne, mais un cadeau que l'on reçoit, surtout lorsque nous pensons le mériter le moins. Elle nous rappelle que la miséricorde peut sentir la rose dans une chambre d'hôpital et que la rédemption peut se trouver au fond d'une poubelle.
La foi d'un enfant et la prière d'une mère ont allumé une lumière dans l'obscurité d'un homme. Si cette histoire de transformation et d'espoir a touché votre cœur, aidez-nous à porter ce message plus loin. Abonnez-vous à notre chaîne Divine Présence pour ne manquer aucun témoignage. Aimez cette vidéo et, plus important encore, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour le pardon. Merci de nous avoir accompagnés. Que la paix et la grâce de cette histoire demeurent avec vous. Et dites-nous en commentaire quelle partie de ce voyage vous a le plus ému. Votre voix fait partie de cette communauté.